on a voulu. On a été sollicité comme une ville un peu à part, puisqu'on est une des rares villes de 10 000 habitants qui s'est engagée dans une phase de reconstruction urbaine. Donc on a été sollicité par la Cité d'architecture de Paris pour participer au concours Europan. En deux mots, ce sont des architectes européens qui travaillent de moins de 40 ans, qui travaillent sur des projets d'une dizaine de villes. Alors, c'est nous la plus petite sur le projet. Est-ce que c'est plutôt Angers, Nantes, Rennes, Strasbourg? On était une des plus petites villes à postuler à Europan et on a eu 13 groupements d'architectes qui ont répondu en imaginant la ville de demain. Donc, autant vous dire qu'on a participé aux sélections, aux jurys, aux candidats. Ça nous a surtout beaucoup éclairé sur comment sera la ville dans 30, 40, 50 ans. Par contre, eux, ils ont dessiné la ville. Je vais vous montrer les 3 projets. Vous verrez tout de suite qu'ils n'ont pas été retenus. Je trouve que c'est intéressant et je pense qu'à l'avenir, on fera une exposition majeure là-dessus. Je pense qu'on pourrait même amener les écoles pour expliquer ce que c'est que l'urbanisme, la façon de vivre, comment socialement, je dirais que c'est de la sociologie, comment on veut vivre demain dans une ville comme la nôtre. Mais aujourd'hui, ces 3 projets-là nous ont inspirés et je vais vous montrer à chaque fois le lien avec ce qui se fait à l'entrée de ville. Mais ils n'ont pas été faits au stricto sensu. D'ailleurs, ce n'est pas la ville qui a choisi les lauréats, ce sont que des professionnels issus, alors c'est l'École nationale d'architecture de Paris qui pilote ça. Je regarde Catherine parce que tu les connais bien, mais enfin, moi j'ai beaucoup appris. On a fait les oraux avec Jean-Philippe Rigaud, qui pilote tout le cœur de ville, qui se met dans le camp, mais c'est lui qui est l'artisan aussi de tout ça. Et je trouve que ça nous a vraiment permis d'avoir, parce qu'on n'est pas urbaniste dans l'âme, nous on est simples citoyens qui rassemblent la vie des citoyens à travers les élections, et je pense que c'était intéressant de le faire. 3 projets au final, oui c'est vrai, c'est dans le bon sens. 3 projets ont été retenus, celui-ci c'est celui qui a gagné. Oui. Vous pourrez, je ne sais pas, je pense que ça fait partie de l'expo, tu regardes la com en bas. C'est vraiment intéressant et je trouve qu'il faudrait presque qu'ils reviennent pour nous l'expliquer, mais on fera différemment. Peut-être qu'on fera travailler une médiation avec des élèves architectes. Vous savez qu'on a le PAS-CAPES qui finance des études supérieures, donc on a un vivier de jeunes Gramonchonnais qu'on subventionne et qui nous donne une journée ou 2 par an de bénévolat. Je pense que peut-être qu'on pourrait travailler avec eux si certains sont volontaires pour expliquer. Ça, c'est le titre du projet, tel qu'il a été présenté, Boîte à secrets, qui a fait débat dès le départ. C'est-à-dire qu'on adorait, on détestait. Moi, j'ai détesté le fait qu'ils rasent des trucs qu'on devait construire il y a 2 ans. Je crois clairement, mais par contre, il y a toute une littérature avec ce projet qui explique qu'on va devoir vivre dans les années à venir de manière majoritaire sur les toits. Les toits aujourd'hui, c'est des gaines techniques. Ça fait des années que c'est des tuyaux, que c'est accessible à personne. Et quand vous construisez un immeuble, plus l'appartement est haut, plus il est cher, parce qu'on estime que celui qui est en haut a la meilleure place, et celui qui est en bas, il est un peu à l'ombre, au rez-de-chaussée, dans le bruit. Ce que nous a vraiment dit Boîte à secrets, c'est que la verticalité et la densité sur laquelle on ne pourra pas échapper dans les années à venir, elle doit se faire en ayant des services et des activités sur les toits ouvertes à tout le monde. Le beau, le brise des hauteurs doit être accessible à tout le monde. Et ça, c'était pour nous une notion très intéressante. La deuxième notion, c'est la notion de canopée. La verticalité se marie très bien avec la végétalisation des espaces en bas. C'est-à-dire qu'on redonne à la nature le sol, l'humus. Alors, on ne peut pas dire qu'on soit humble avec je pense aux 3 H de Samuel qui est dans la salle. Je ne peux pas dire qu'on soit humble avec ce type de tour, mais en tout cas, c'était de dire la nature reprend ses droits au sol et nous, on a une vision de hauteur sur le reste de la ville. On ne l'a pas fait, on ne va pas le faire, hein, vraiment, promis. On va le faire. Et ça nous a vraiment beaucoup, ça nous a un peu cassé nos clichés sur « Ah non, non, pas d'immeuble, pas de verticalité, pas de densification ». Ça a un peu cassé ces clichés parce qu'on les a vus 3-4 fois, les équipes d'architectes qui ont vraiment travaillé sur la circularité. Une ville, c'est un cœur, c'est comme le sang qui traverse les membres et qui permet de tout activer. Et ils ont vraiment spécifié chaque immeuble sur des activités, c'était extrêmement intéressant. Donc nous, on s'en est inspiré par la suite. Vous voyez, bon voilà, ils ont mis la scène un petit peu près, ils ont un petit peu occulté les usines, hein, pour être clair dans le projet. On leur a mis, c'était bien tout à fait ça. Mais là, c'est un terrain de basket. L'idée de se dire que quelque chose de collectif, de convivial peut se passer sur les toits a complètement inspiré ce qui va vraiment se réaliser dans l'entrée de ville. Ça, c'est un Magic Mirror. Vous voyez,
C'était vraiment... Donc, Télual, ça c'est la rivière du Télué que vous avez derrière la boulangerie Masco, j'appelle encore comme ça, et qu'on souhaite vraiment remettre à jour, qui va être remis à jour, mais qui ne sera pas forcément couverte par une halle, parce qu'après on s'est vraiment posé la question de la fonctionnalité de tout ça, et ça nous empêchait d'avoir un front bâti qui nous permettait d'avoir des logements en centre-ville, et je pense que c'est important de produire du logement en centre-ville. Une entrée de ville, alors avant de vous parler du projet spécifiquement, parce qu'on est là pour ce soir, moi ce que je lui ai dit, parce qu'on a fait plusieurs euros sur Europan, qui parlaient de l'entrée de ville. Nous on disait voilà, on veut un projet pour l'entrée de ville, on a déjà fait ça, on a déjà fait ça. De ce côté-là, il y a une zone d'activité, là il y a les raffineries, par là on va à Lisbonne, mais l'entrée de ville, on rentre à Gravenchon, et ça je sais que je dis Gravenchon, je veux pas, c'est pas pour les communes, c'est pas pour Jean sur ça, mais là pour le coup c'est l'entrée de Gravenchon, de Notre-Dame de Gravenchon. Je leur disais, moi j'ai l'impression que ça ne dit pas ce qu'on est. Je ne sais pas l'expliquer, c'est ce que je disais, je ne suis pas urbaniste, je ne suis pas ingénieur ni architecte, mais je sais que quand je rentre à la ville de Gravenchon et que quelqu'un il va juste chercher sa baguette et il repart, il ne sait pas qui on est. Il ne sait pas qu'il y a 90 ans d'industrie derrière lui. Il ne sait pas que c'est une ville qui s'est construite, qui faisait 800 habitants en 1930, qui en fait plus de presque 11 000 aujourd'hui. Ils ne savent pas qu'il y a une galerie du parc, qu'il y a un cinéma, qu'il y a un niveau d'accompagnement des enfants du scolaire, un conservatoire, des horaires aménagés. Ils ne savent pas qu'il y a une vallée du Télué qui rentre progressivement dans la ville, qui s'est inspirée de la campagne, donc de Tricarville, Touffreville, Aubervilliers, qui depuis des années rentre dans la ville à travers le Bosquerel, le Valravdo, qui rentre de plus en plus, et qui, sans plan de prévention des risques technologiques, n'aurait pas pu rentrer en ville comme ça se fait aujourd'hui. Moi, je crois que quand on rentrait dans Gravenchon, on pourrait peut-être me dire, mais non, c'est pas vrai, c'était magnifique. Je crois vraiment que ça ne disait pas tout ça. Ça ne disait pas ce qu'on est vraiment, et moi je suis très fière de cette ville, et j'ai toujours entendu, oh bah c'est briquet de broc, c'est moche, et alors nous on ne le voyait plus. Enfin, moi personnellement je ne le voyais plus, c'est au moment de la déconstruction, vous allez revoir quelques éléments de la ville, donc on se dit, mais oui c'est vrai, c'était comme ça. Je crois qu'il était foncièrement essentiel que cette entrée de ville, puisqu'on est cultivé, courageux, dans l'envie de prendre soin des habitants, des enfants, des familles comme des seniors, que cette ville, elle est tournée dans l'industrie. Quand on fait un micro-trottoir au lendemain du Brisol, en 2020, en disant aux gens « Oh là là, c'est catastrophique, vous vivez ici, vous vous rendez compte ?» Ce micro-trottoir, a été fait par France 3. Moi, il m'a été diffusé en direct, il a fallu que je réagisse à chaud. Tout le monde a dit « Mais attendez, à un moment donné, on vit avec, il y a une confiance lucide, il y a de la communication, il y en a de plus en plus. C'est comme ça, c'est nous. L'acceptabilité, c'est nous aussi. » Il fallait que cette entrée de ville dise tout ça. Donc, on a commencé à déconstruire, je crois que c'est ça. On a démoli une grande partie des bâtiments, et en 2022, on a reconstruit la station en bas. Pas pour du parking, justement, pour faire un front bâti. Cette avenue Kennedy, c'est celle qui est vraiment tournée vers l'avenir. Nouvelle construction pensée pour répondre à la fois aux besoins des services des habitants, mais à ceux des entreprises innovantes. Donc là, je fais un temps sur Port-Jérôme, la zone industrielle, pas la ville. Nous avons en projet Plastique Énergie qui est en cours de construction, qui fait du recyclage de plastique in situ, donc en co-siting chez ExxonMobil, qui va permettre d'alimenter le vapotracker par un nouveau tacoil, du produit qui permet de refaire du plastique derrière, avec du recyclage de plastique. C'est-à-dire qu'on refabrique du plastique et qu'on décarbone toute cette chaîne. Vous avez à côté Air Liquide qui va fabriquer de l'hydrogène décarboné ou bas carbone, pour permettre aussi là à toutes les entreprises autour de la zone de décarboner leur process, de moins rejeter de CO2. Vous avez Eastman, qui lui va aller chercher du plastique, du PET, c'est beaucoup les bouteilles, les emballages, qui ne sont pas faciles à recycler mécaniquement et qui le fait chimiquement pour refaire des billes qui refont un emballage sans réutiliser ni du pétrole et tout en décarbonant les process. Vous avez derrière Futero, qui lui va faire des emballages alimentaires avec du blé. Du blé qui est issu des restes de Tereos. Donc pas du blé entier, mais du blé qui est traité à Tereos, qui on récupère soit pour faire du bioéthanol, soit pour faire du gluten. Et bien, ces restes vont aussi aller pour refaire des emballages alimentaires avec l'entreprise Futero. Derrière, vous avez 3 autres prospects qui sont positionnés sur des terrains. Donc ça veut dire que Port-Jérôme 2 est terminé, parce que là on est sur plus de 150 hectares qui seraient vendus. Je dis seraient parce que tant qu'ils ne sont pas ouverts, moi je reste prudente. Derrière, on a aussi de la protéine d'insectes qui se sert des drèches de blé de Tereos qui pourront s'installer. On a aussi du recyclage de tissus.
Et on a un dernier prospect qui vient de nous arriver. On est en concurrence en Europe avec l'Allemagne et l'Italie sur des batteries. C'est tendance. On est très similaire à Dunkerque. Donc quand il n'y a plus de place à Dunkerque, ils se disent bah, le point suivant, c'est à peu près à Port-Giraud. Donc on a consulté, donc c'est Costel Développement qui a consulté l'ensemble des entreprises existantes, aussi bien les grands groupes que les TPE, les PME, tout l'écosystème, la maintenance industrielle, les tuyauteurs, échafaudeurs, calorifuges, a questionné les grands groupes installés et à venir. Et on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui vous manque sur la zone? Ils en sont arrivés à la conclusion que ça manquait de bureaux, que ça manquait d'espace de formation, que ça manquait de laboratoire, parce que quand vous recyclez du plastique, il faut avoir un tiers de confiance certificateur. Parce que dire mon plastique il est recyclé, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des laboratoires qui valorisent le produit qui sort de l'industrie et qui puissent dire à L'Oréal, puissent dire à Evian, vous pouvez intégrer ce plastique dans vos bouteilles, il est conforme aux normes européennes. Donc il nous faut un démonstrateur industriel et des laboratoires. Il nous faut aussi des espaces où on peut communiquer avec les gens sur l'industrie. Montrer ce que nos produits font. Vous avez tous une crème, mesdames, une crème pour les mains dans vos sacs à main, vous regarderez le bout du tube. Le bout du tube, il y a toujours un petit trait sur le pincement. S'il est noir, c'est que ça a été fabriqué ici. Ça veut dire que c'est de l'huile issue du raffinage. Si c'est bleu, je ne sais plus, si c'est vert, c'est que c'est parfait. Ben, vous regarderez tous les produits, les Nuxe, les Yves Rocher, ce qu'on a en gamme classique, sont entièrement fabriqués à part de produits qui se font ici sur le pétrole. Les couches, les adhésifs. Moi, je le dis souvent, on peut être écologiste convaincu, vous pouvez vous balader toute la journée, vous ne pouvez pas passer à côté de certains produits qui sont fabriqués ici, mais je crois que tout le monde ne le sait pas, on résume énormément notre plateforme pétrochimique au noir de carbone et pétrole, gasoil, essence. Et c'est pas tout à fait ça, c'est beaucoup plus complet. Et je me bats pour faire comprendre ça aussi, c'est qu'Exxon doit expliquer ce qu'il fait, que Futero devra expliquer ce qu'il fait, qu'Ismat devra expliquer ce qu'il fait. On compte construire un hall d'exposition sur l'entrée de ville pour pouvoir expliquer tout ça avec un amphithéâtre, organiser des conférences, faire venir des scientifiques. Donc il nous faut un laboratoire, il nous faut des espaces de formation, il nous faut des espaces de bureaux d'entreprise, parce qu'on manque beaucoup de bureaux pour toutes les boîtes de maintenance qui vont arriver pendant les périodes de chantier. Il nous manque du logement un peu temporaire. Alors pas d'hôtellerie, c'est pas de la concurrence à l'hôtellerie, c'est pas 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, une semaine, c'est plutôt des personnes qui sont en période d'essai, qui ont besoin d'un logement pendant 3 mois. Ce sont des personnes qui sont en formation, qui ont besoin d'un logement 6 mois. Ce sont des personnes qui sont en recherche, qui font de la R&D pour ces entreprises, et qui vont être là, 1 mois, repartir, etc. Donc il leur faut un train, il leur faut des logements. Tout ça, ça a été présenté par les entreprises. On nous a dit aussi, s'il y a 1000 emplois directs qui arrivent, c'est le cas, et là c'est avant les 3 derniers prospects dont je n'ai pas cité le nom, c'est qu'il n'y avait que ceux dont j'ai cité le nom, ça fait 1030 emplois directs. Il va bien falloir permettre à ces personnes de s'installer sur le territoire, ça peut être aussi un système de crèche ou autre, ça c'est un support. Donc tout ça on l'a un peu modélisé dans plusieurs bâtiments en se disant la priorité c'est la formation. C'est ce que nous ont dit toutes les entreprises. Leur seule angoisse, c'est pas de s'installer sur le territoire, c'est pas de trouver l'écosystème pour construire leur entreprise, c'est pas forcément trouver le logement à long terme, même si avec le zéro artificialisation nette, ça va être de plus en plus compliqué puisqu'on ne pourra plus étendre ni nos villes ni nos villages, c'était la formation. C'est trouver les ressources humaines pour pouvoir travailler au sein de Plastique Énergie, de Futero, d'Air Liquide, etc. Donc la formation qu'on a mis autour de la table, l'UMM, donc tout ce qui est formation autour des métiers de la métallurgie, on a mis les arts et métiers, on a mis le CNAM, les arts et métiers, on a mis l'IFP Training qui s'occupe des brevets d'opérateurs et ils ont besoin de nouveaux locaux pour pouvoir organiser des formations. Donc tout ça s'est mis en réflexion et on a fait un dialogue compétitif. C'est-à-dire qu'on a lancé voilà un programme avec tant de mètres carrés de bureaux, tant de mètres carrés parce qu'il faut aussi relocaliser des commerces, tant de mètres carrés d'hébergement dans un premier temps. Vous avez l'espace, vous avez un plan de cadastre, trouvez-nous une façon d'installer ça ici. Sur l'îlot, alors on dit îlot République, mais nous on l'appelle îlot Esso parce que c'est l'ancienne station Esso. Comme les Hallettes, on pourrait dire l'îlot mobile. Et puis ça, c'est la volumétrie qui a été déterminée sur Kennedy. Donc là, il n'y a pas encore eu de dialogue compétitif. C'est des choses que je vous présenterai au fur et à mesure. Aujourd'hui, ces ensembles immobiliers, vous voyez, là c'est à peu près la boulangerie Masco. Là, on n'a plus rien parce que c'est la pelouse.
Et puis là, on a l'ancienne station. Je vais aller un peu plus loin. Voilà, là j'y suis revenue. C'est ça que je voulais vous montrer aussi. Ça a disparu, ça. Ça a disparu à peu près jusque-là. Jusqu'au début de la boulangerie. Mais c'était ça quand même avant. Tout ça, ça a été rasé. C'est ce qu'on appelle l'îlot Kennedy. Ça fera l'objet d'une étude. On a la volumétrie. On a les clients qui veulent louer les espaces, parce que c'est quand même ça. Hein, pas construire pour construire. On a les architectes de l'HEMA qui nous accompagnent pour relancer un dialogue compétitif. C'est bien ça. En lien avec COSEN Développement et InCase, qui est l'association des entreprises du territoire. Donc on est vraiment sur une vocation tournée vers l'industrie. Vous voyez, on est en pointe de la ville, on est en bas. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir les entreprises dans le dos et dire oh, non, elles sont derrière, c'est du boulot, mais c'est pas très beau, on retourne la ville en disant nous, on est une ville économique. Derrière nous, il y a la vallée du Télué, il y a l'exemplarité en matière de biodiversité. Et plus on s'avance, plus on arrive vers les entreprises, on crée du lien, on revégétalise, on forme leurs salariés et on explique ce qu'elles font. Moi, je pense que c'est important de ressouder les deux, comme on souhaite ressouder le quartier Juliette avec le centre-ville. Voilà, c'est vraiment des choses où on ne peut plus vivre en silo. On a tous un intérêt commun et je pense que c'est vraiment important. Donc cet espace-là, ce fera l'objet d'une étude en 2024 pour des constructions plutôt 25-26. Donc voilà, donc ça c'était pour vous faire pleurer un petit peu, parce que c'est quand même... Là on a le... Je vous fais pleurer, vous savez pourquoi, c'est pour le prix du gasoil. C'est pas pour la pelleteuse. Voilà, donc ça c'était en 2019. J'ai bien peur que ça ne redescende pas. La station, elle est redescendue, mais pas le prix. Non, ça ne fait pas forcément sourire, parce que je pense que c'est un vrai sujet. C'est pour ça que la rénovation énergétique des maisons, c'est pas l'objet de cette réunion-là. Mais il va falloir vraiment, c'est plus que Sénalo qu'à la compétence, et il faut vraiment qu'on active là-dessus pour que chacun puisse avoir une maison qui corresponde en charge de fonctionnement à son porte-monnaie. Je pense que c'est vraiment important. L'îlot Kennedy, je l'ai à peu près, j'ai expliqué à peu près toutes les filières qui s'implantaient. Donc le premier immeuble serait construit en bas. Plus on sera bas, plus on aura peut-être un R+6, R+7, plus on va monter, plus on va rester sur les mêmes niveaux qu'on a déjà avec l'OTI et l'immeuble qui va être construit là. Et plus on va monter, plus on va trouver un dernier immeuble d'habitation. En bas, on est plutôt sur laboratoire, salle de formation, salle d'exposition, amphithéâtre. Juste en face, la gare du futur train. Et puis, plus on va monter, plus on va trouver des services. Donc, des locations de bureaux, peut-être une crèche, et en haut, du logement. Et peut-être sous le logement, une ou deux cases commerciales. Et je vous redis, l'idée, c'est pas de multiplier, c'est de faire de la qualité et de faire plutôt de la densité. Là, je trouve que c'était intéressant. Je suis désolée pour les gens du fond, on ne s'attendait pas à ce que ça aille aussi loin, mais vous pourrez, je pense que les dessins sont disponibles en bas. Catherine, vous m'arrêtez s'il manque des choses. Hein. Donc là, vous voyez l'immeuble loti, vous apercevez les hallettes. Ça, c'est l'intégration du futur immeuble qu'on va voir un peu plus en détail. Et ça, c'est la volumétrie. C'est pas du tout, on va pas faire des cubes. Hein. C'est pas, parce qu'on a l'impression qu'on a joué avec des Lego. C'est pas du tout ça. C'est pour avoir une idée de la volumétrie. Ici, vous avez l'entreprise des sols qui est toujours présente, donc qui ne fait pas partie du projet, qui reste sur site tant qu'elle n'a pas finalisé son projet de développement sur la zone de grande campagne, donc il n'y a pas de sujet. Vous voyez l'esquisse qui avait été faite. Alors là, c'est vraiment les anciens projets, parce que l'immeuble est construit aujourd'hui rue Banot, et puis vous avez l'immeuble Messager qui, lui, était déjà construit en 2014. Enfin, le permis était déjà déposé en 2014. Donc on voit un peu l'organisation de la ville. Vous avez ici les espaces officiels et les ambulances tueurs, et en dessous vous avez la maison des entrepreneurs, et qui ont été dessinés de telle manière que ça pourra redevenir une résidence classique le jour où il n'y aura plus ces besoins temporaires. C'est-à-dire qu'on pourrait même dire, il y a un étage avec des vrais logements, parce que vous avez du studio de 25 mètres carrés. Hein. À un moment donné, c'était des studios de plus de 32 mètres carrés, donc on est revenu à 25 avec une kitchenette. Vous avez des F2, des F3, des F4, ils ont tous des balcons, des terrasses. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien dédier les jours où on n'a plus besoin de 2 étages complets de logement, d'avoir un étage de logement classique, jusqu'au jour où il n'y a plus besoin de ces stages ou de ces formations, parce que tout le monde peut très bien se former. Mais là, on a vraiment besoin, pour les 5-6 ans à venir, avoir un gros coup. Donc nous, on voulait un immeuble modulable. Donc c'était un sacré cahier des charges pour les architectes quand même. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail de l'îlot République. Alors forcément, vous avez entendu dans le discours, îlot de chaleur, panneaux solaires, en autoconsommation unique ou partagée.
Je regarde, c'est vraiment important que ce ne soit pas remis sur le réseau. Je pense qu'au prix de l'électricité EDF fait suffisamment de chiffre d'affaires. Donc ce serait vraiment intéressant que l'électricité qu'on fabriquera sur ces immeubles ne serve qu'à ceux qui y habitent ou à ceux qui sont autour. Pour moi, c'est vraiment essentiel. La végétalisation, la biodiversité, un espace au sol le plus naturel possible pour les écoulements des eaux. Voici l'immeuble. Pour l'instant, c'est juste un dessin. Vous n'avez pas encore tout ce qui est revêtement, architecture ou autre. Vous retrouvez ici les immeubles de bureaux qui sont liés en passerelle avec les logements, ce qui permet pour ceux qui sont en formation à côté ou qui louent le plateau de bureau de pouvoir loger juste à côté. Vous avez en bas, ici, le repositionnement du bar tabac-presse et ici, de la boulangerie. Donc ça a été dessiné ainsi, avec leur permettant aussi d'avoir devant un espace pour faire terrasse. Et je trouve ça plutôt sympa. Au pied des logements, nous avons des espaces commerciaux sur lesquels il y a déjà des prospects. Donc du service comme du commerce. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire exactement, mais ces surfaces-là, il y a une assez grande surface ici vitrée, on va le voir un petit peu plus loin. Et puis il y en a une autre derrière, mais vous voyez, on reste concentré, on est près du centre-ville. Il y a des repositionnements et des nouvelles enseignes. L'accès de service est bien pensé pour la boulangerie derrière, et l'accès pour pouvoir descendre au parking souterrain, parce que là, les places de stationnement sont en souterrain, même si on travaille là encore avec ExxonMobil pour libérer la salle. Vous savez, l'ancienne salle qui ne sert plus au bord de la RD 81 pour pouvoir aménager des espaces de stationnement supplémentaires qui seraient entièrement dédiés ici. C'est-à-dire que ceux qui sont ici, qui n'ont pas de place en dessous, seraient obligés de se garer là, pour pouvoir continuer à libérer une fluidité en centre-ville. Pour nous, c'est important. Toiture végétalisée, panneaux solaires, et vous voyez, moi, ce à quoi je tiens énormément, des terrasses accessibles sur lesquelles on peut organiser des choses. Là, ils vous ont mis des grands arbres et tout, mais on peut organiser des choses, on peut faire des moments d'échange, on peut que les associations s'approprient cet espace. Je pense que c'est important. Et puis là, on verra la ville, sa transformation, et aussi le lien qu'on a, le lien fort qu'on a avec l'industrie. Qu'est-ce qu'on a? Oui, alors, je vous l'ai dit, hébergement, c'est co-living, c'est-à-dire qu'il y a des espaces communs, c'est ça. Du commerce, presse-tabac, boulangerie, les 33 places en dessous, des plateaux ouverts pour le bureau, c'est un hôtel d'entreprise, et on travaille avec la chambre de commerce qui souhaite investir sur le territoire. Espace partagé qu'au travail, espace de détente, cafétéria, terrasse habitée, tout ça, on est vraiment tourné vers le monde industriel, mais demain, tous ces espaces-là sont modulables en logement, si c'était nécessaire. C'est ça qui nous paraissait intéressant, de ne pas jamais de friche, plus jamais de friche. C'est vraiment ça. Donc voilà un peu les skis. Alors là, vous vous imaginez un petit peu. Alors, là, je le redis, hein, vous avez H2 hydrogène parce que c'était la première implantation phare. Là, on est sur de la volumétrie. Là, vous avez l'avenue Kennedy. Bien, oui, je réponds oui, elle passe à 2 voies, puisqu'on est en centre-ville et qu'il faut la traverser en toute sécurité. Vous allez avoir de l'activité de chaque côté, et c'était essentiel, et ça, c'est depuis 2013. La volonté de ne plus avoir ce 2 fois 2 voies, c'est relativement fluide, il n'y a plus de feu, on pense que c'est tout à fait possible, et c'est surtout souhaitable en termes de sécurité. Vous voyez le parking qui est déjà existant, qui s'intègre complètement, l'artisan boulanger qui a une vraie vitrine quand on rentre, et vous avez un petit peu au-dessus le tabac-presse, bar tabac-presse qu'il y a au-dessus. Vous avez les terrasses habitées, ici c'est plutôt des ensembles de bureaux, donc ce sont des plateaux nus qui vont être aménagés par ceux qui s'y installent. Je vais avoir d'autres vues, c'est intéressant. Là vous avez une vue de la mairie, de l'esplanade de la mairie, où vous retrouvez l'espace qui n'est pas encore fléché, qui est assez grand en bas, qui pourrait être un restaurant, mais ça peut être complètement autre chose. Ça peut être demain des salles aussi de présentation, des espaces occupés par le monde associatif. Rien n'est déterminé. Je vous dis, il y a pas mal. Une fois qu'on va rentrer ça, je sais qu'il y aura des idées en plus. On retrouve. Donc ça, ce sont des logements. Il y a du studio, du F2, du F3, du F4, avec des terrasses et des terrasses communes. Chacun peut avoir un accès extérieur, ce qui me paraissait vraiment important. Vous reconnaissez l'avenue, la rue de la République avec les hallettes qui sont là, les stationnements qui se retrouvent en bord. Donc on retrouve à peu près et vous voyez le giratoire, vous voyez la volumétrie. Ça nous donne une idée quand même de ce que ça pourrait donner par la suite. Alors, nous, ça fait 10 fois qu'on voit. Donc d'abord, on a fait le dialogue compétitif, on a changé les choses, on a un peu dessiné cet immeuble, mais c'est un produit de l'architecte. Hein, je veux dire, nous, on n'a pas dit il faut carré, il faut...
il faut... Moi, on avait vraiment un cahier des charges plutôt en littérature qu'en architecture.